Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Après, on n'a jamais fait spécialement un calcul de cohérence entre les expositions avec Raph. Une promenade radiophonique avec Nilso. Mais au fur et à mesure que tu avances dans la programmation, puis en voyant les œuvres arriver ou l'installation des expositions. Chapitre 18. Pour une cohérence de programmation. Par exemple, celle de Nilso, tu peux faire un lien entre la cabane de Nilso et cette espèce de long couloir qui ressemble à une maison de l'exposition de Lisa Mandel, tu vois. Après, c'est des dessins aussi particulièrement, après, pour, on va dire, même si Nilso, c'est plus chargé en termes de traits, mais il y a une espèce de forme de minimalisme aussi dans les personnages, plus comme ça, que tu peux retrouver chez Lisa et chez José. Il y a un rapport au dessin comme pratique quotidienne, aussi, parce que pour José comme pour Lisa, au bout d'un moment, c'était de s'atteler à un bouquin qui leur prendrait tous les jours le temps pour réaliser une planche nécessaire à ce truc-là. Et ça se sent aussi dans l'évolution du dessin. Donc c'était assez marrant, on s'est dit que finalement, sans jamais vouloir être dans un truc sur le confinement ou le Covid ou un truc particulier comme ça, il y avait un lien avec cette forme de réappropriation du temps, tu vois, et de ralentissement aussi de la production. Il y a une espèce de quasiment méditatif et de monocal à ces gens qui s'installent à leur table à dessin et qui dessinent tous les jours un truc qui serviront à la publication d'un livre plus tard. Et que le travail était montré aussi au jour le jour, surtout chez Lisa et chez José, quoi. Donc ça, c'est un truc assez... le lion un peu de tout de cette programmation-là du festival. Voilà, quoi. Au début, je me suis inquiétée, je me suis dit « j'en ai commandé trop ». C'est génial. Attends, mais là, je lance je lance une boîte, là. Ouais, ça m'a... Comment ? C'est super dur de faire ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de problèmes qui étaient solvables à partir du moment où on s'y penchait dessus et on disait... Donc là, j'ai vu plein de trucs hyper horribles d'auto-édition. Mais la structure que je veux monter, c'est pas une structure d'auto-édition, c'est une structure alternative. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'auto-édition et il y a aussi beaucoup de prise en charge. C'est pas comme faire tout seul, loin de là. Alors, c'est un format que j'ai déjà choisi pour la collection Sociorama que je dirigeais. Parce que je l'aime bien. Enfin, c'était vraiment hyper arbitraire. Hein. Moi, j'aime bien le format comme ça, un peu pavé. Radio Minus, c'est autre chose. Ouais. C'est une des rares expositions qu'on a pu faire aussi, Radio Minus. Et là, qui est vraiment... Il y en a une autre qui a été faite avec le fond de leur joyeuse de la médiathèque Françoise Sagan. Et là, c'était la première fois que le fond sonore de leur joyeuse ressortait. Et avec ce projet aussi qu'avait entamé Sylvain Yacine avec cette histoire de Radio Minus, la collection Chevance que Sylvain avait compilée pour Brand Bad. Et donc ouais, ça a découlé de sources comme ça, d'avoir finalement ce type-là qui fait ses recherches de musique dédiée à la jeunesse et ce fond de leur joyeuse à la médiathèque Françoise Sagan. Donc le télescopage était plutôt bienvenu. Voilà. L'exposition, elle s'inscrit aussi en fait comme une étape de travail sur le chemin d'un livre. Je ne sais pas si Yacine l'a évoqué, mais on est en fait après quelques années à avoir commencé à collecter les disques, on a pensé qu'il était indispensable en fait d'écrire un ouvrage qui synthétise justement quelque chose sur le sujet et qui fasse le pont, comme l'exposition, entre des choses, des informations très parcellaires. On voulait les réunir en un seul ouvrage et en plus avec l'idée de le faire à l'échelle internationale, ce qui est une dimension supplémentaire à celle de l'expo. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'où tu viens pour écrire comme ça, quoi. Tu n'écris pas d'habitude pour autre chose parce que moi, vraiment, quand j'ai lu ça en fait, les disques, j'ai vu les disques, etc. J'en connaissais un peu, mais c'est vrai que c'est un choc déjà, parce que la quasi-totalité, j'ai jamais vu ça. Mais c'est vraiment en lisant les textes, je me suis dit, c'est étrange, parce qu'il y a un côté pédagogique, il y a un côté... oui, j'ai appris des choses en peu de temps, mais j'ai rarement lu un truc aussi synthétique, aussi sec. Ça vraiment, ça passe... et je me suis demandé d'où venait de quelle pratique, En fait, il y a un peu le côté, dans tous les projets qu'on peut faire, il y a un côté, à un moment, faut faire le job, c'est-à-dire... dans certains concerts que j'ai fait, il fallait chanter, j'ai chanté, je suis pas un chanteur. Là, il fallait faire les textes, il fallait les écrire, il n'y a pas trop le choix. Après, j'ai commencé à écrire pour plusieurs... pour la presse, moi j'ai fait j'ai fait des articles pour Chronic Art, pour The Drone, mais de manière très ponctuelle. C'est plus facile d'écrire sur un sujet
sur lequel on est vraiment motivé. J'avais fait un des gros articles sur la collection Chevance, c'était pour la revue Audimat. Ça faisait un gros 30 000 signes, c'est ce qui a déclenché ensuite la compilation chez Bornbad. Et simplement, on prend l'habitude au fur et à mesure. Et c'est toujours plus évident quand c'est un sujet qui vous tient à cœur. Je ne suis pas sûr que je pourrais faire un travail d'écriture de journaliste où je dois recenser une actualité qui me concerne moi. Pour préciser la question, je me suis demandé, est-ce que c'est une retranscription de choses que tu as... Est-ce que c'est des choses que tu avais écrites pour la radio et que tu as retranscrit ? Parce que là, ça expliquerait pourquoi c'est... Le livre dont on parle, qui est en rédaction, donc il y a certains textes de l'expo qui sont des synthèses, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de réflexion et de rédaction déjà extrêmement poussé, et là c'est comme si on arrivait à une sorte de couche de réécriture qui permettait de synthétiser un nombre d'informations, et en fait tout ça est très filtré, mais il y a beaucoup de travail en fait, et c'est comme un café un peu fort qu'on a filtré plein de fois. Je sais pas comment dire, c'est une métaphore un peu nulle, mais c'est toujours la même chose en fait. Quand il y a énormément de boulot et que c'est rétréci et que nous on arrive et qu'on aborde le truc en 20 minutes, effectivement ça fonctionne super bien. Mais c'est toujours ça. Voilà, il y a énormément de boulot, tu as très bien résumé le truc. C'est ça, il y a un temps de recherche, il y a des interviews avec des gens qui existent, donc que Sylvain a été voir, il leur a posé des questions. Donc des fois les anecdotes, on lui a raconté directement. Il y a des livres qui ont été lus, il y a des articles qui ont été retrouvés sur internet ou dans des revues, et tout ça est synthétisé, donc évidemment il y a énormément d'informations, donc c'est du concentré de tomates, quoi. C'est une meilleure métaphore. Quand l'expo est arrivée, le livre devait être écrit à peu près aux 2/3, et donc tout ce travail de recherche, de préparation et de bibliographie était déjà amorcé. Donc on a profité de l'exposition pour peaufiner, décanter, clarifier certaines choses. Et n'oublions pas aussi que c'est une expo sur la France, et la France c'est quand même notre pays, et toute la culture musicale française, on la connaît, c'est notre culture, donc on est aussi très à l'aise dans ce corpus. Parce qu'il y a des dessins animés qui sont présentés là-bas, on les a vus à la télé. Il y a des chanteurs, Anne Sylvestre, on la connaît depuis toujours. Henri Salvador, pareil, c'est un personnage qu'on connaît depuis toujours. Donc il y a des choses qui sont inexplicables, on les connaît par notre culture de français, on va dire. Donc je pense qu'on ne pourrait pas faire aussi facilement la même exposition sur un autre pays. Par exemple, on se rend compte, quand on travaille sur les États-Unis, on découvre des choses très importantes de la culture américaine qui nous échappent totalement parce qu'on n'est pas américain, et on se rend compte qu'il y a des figures télévisuelles par exemple qui sont très importantes et qu'on ne les connaissait pas. C'est uniquement parce qu'on fait des recherches qu'on tombe dessus, sinon on ne les aurait jamais découvertes parce qu'elles n'ont pas traversé l'Atlantique. Ça, c'est des opportunités de rencontre qu'on peut se permettre de faire ici. Parce que notamment, on avait le programme des visites au PIF avec Formula, Bula, qui consiste à un groupe de personnes qui s'inscrivent sur le site, je crois, et qui permet de rencontrer un auteur. Mais l'auteur en question va les amener dans un endroit privilégié pour lui, pour sa création. Donc, pour Martès, ça sera son atelier. Et pour Sylvain, on va aller... en banlieue parisienne, à l'association des Frères Bachet, je vois les cristaux sonores des Frères Bachet comme ça. C'est un ami d'enfance à moi qui s'occupe de la structure maintenant. Et je crois qu'ils avaient déjà travaillé avec Sylvain, justement, qui cherchait justement à pratiquer ce genre d'instrument. Et eux, ils sont hyper sensibles à ce que des jeunes musiciens, de toutes scènes confondues, viennent utiliser ces matériaux-là, enfin, les instruments qui sont à disposition. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est quand même des instruments qui ont été à la base faits pour développer la curiosité musicale et la pratique chez les enfants, quoi. Donc tout ça, tu vois, ça mène... Donc voilà, il y avait ce truc du temps, de l'errance aussi, voilà. Tout était dans un petit cocon, tout était bien fait. Et là, on est
un peu déçu de ne pas avoir pu faire tout le lien qu'il pouvait avoir avec la rencontre, la présence des éditeurs, le public, parce que tu fais quand même des choses pour montrer ça à des gens. Et puis surtout, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas vu les éditeurs. Voilà. C'était intéressant aussi de prendre la température de tout à chacun pour température financière, hein, j'entends. Non, mais savoir comment ils avaient supporté aussi ces quelques mois, voir à peu près l'état du désastre, hein, pour tout le monde. Et puis se dire qu'on était là aussi pour se serrer les coudes. Tu vois, il y avait aussi ce genre de truc de se retrouver, prendre des nouvelles et se dire qu'on voilà, on est là, on continue. Voilà. Ça c'est raté. Enfin, c'est raté, c'est empêché. Voilà. Pas grave. Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Une promenade radiophonique avec Nilso. Proposée par Henri Landré. Une production du festival Formula Bula. Enregistré à Rennes le 14 septembre 2020, ainsi qu'à Paris du 30 septembre au 4 octobre 2020, avec Nilso, Thomas Bernard, Lisa Mandel, Yacine Devos, Sylvain Quément et Brigitte Leprêtre.